Retour à questions d'actualité sur les ondes de la Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Une fin ou un début d'année sont l'occasion par excellence de faire des bilans et de s'adonner à un exercice de prospective. Fidèle à l'esprit de cette émission, mon invité s'est penché sur certaines grandes tendances socio-économiques et politiques de notre pays et du monde. Il en a répertorié 4. À partir de cet examen, il a voulu prévoir la suite des choses, cherchant pour ainsi dire une logique interne dans le développement des événements. Cet invité s'appelle Philippe Labrec. Il est chroniqueur sur plusieurs plateformes et a récemment publié sa réflexion dans le magazine Les Affaires sous le titre 4 grandes tendances de l'année 2023 qui permettent de prédire l'année 2024. Philippe Labrec, bienvenue, bonne année à vous. Merci et bonne année à vous aussi. Vous écrivez dans plusieurs endroits, régulièrement pour le magazine Les Affaires. Vous êtes également l'auteur d'un livre « Comprendre le conservatisme en 14 entretiens » paru chez Libère. Vous récidivez maintenant avec des balados, j'entends dire. Oui, tout à fait. Un balado qui s'appelle « Idées en évolution » dont vous étiez le premier invité de marque, bien sûr. Le cobaye. Le cobaye, oui. Ce balado, c'est quoi? Le but de ça, c'est quoi? Un peu comme le titre l'indique, Idées en évolution, le concept est de laisser les gens parler, des gens qui pensent à la société, qui réfléchissent, qui ont écrit sur le sujet, différentes questions, que ce soit la question religieuse, la question idéologique, politique, sociétale, comme on dit de nos jours. Donc, donner la parole à des gens qui, comme j'ai dit, ont réfléchi à l'état de la société contemporaine pour nous donner des perspectives, savoir comment comprendre le monde contemporain de différentes façons. Et on peut consulter tout cela sur les vidéos qui... Sur les YouTube. entrevues, elles sont YouTube. Ouais. Et les vidéos, c'est 1 heure, non, d'entretien, je Approximativement pense, 1 heure, oui. Vous pouvez trouver la chose sur ma chaîne YouTube là, qui s'appelle tout simplement Idées en évolution, idées au pluriel. Voilà, alors, penchons-nous donc sur la prospective. D'abord, 2023, quelles sont les grandes tendances lourdes que vous avez identifiées, Philippe Labrec, et en quoi peuvent-elles se répercuter sur 2024? Donc la première, potentiellement la porteuse des plus grands changements, si je peux dire, serait celle du basculement d'un monde unipolaire, je parle au niveau international ici, d'un monde unipolaire au monde multipolaire. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que l'hégémonie américaine, ce qu'on a appelé le monde unipolaire qui a émergé après la chute de l'Union soviétique, on avait donc un monde bipolaire avant ça. On avait 2 pôles principaux, l'Union soviétique et les États-Unis, l'OTAN si vous préférez, l'Occident. Et après la chute de l'Union soviétique, il ne restait que le pôle américain. Et donc on a eu une période de paix dominée par les Américains, ce que certains ont appelé le Pax Americana. Mais cette période semble prendre fin. On voit que différents pôles émergent. Donc, la Russie est de retour, de toute évidence, sur la scène internationale, malgré certaines faiblesses internes. On voit que l'invasion de l'Ukraine en 2022 était bien sûr l'événement marquant là, qui a ramené la Russie sur la scène internationale. Mais on peut penser aussi à l'annexation de la Crimée en 2014, en fait, qui annonçait la guerre de 2022. Là, peu de gens l'avaient prévu, mais c'était le début, je crois, du retour de la Russie, oui. Retour de la Russie, mais il n'y a pas que cela qui fait que le monde va redevenir multipolaire. Non, tout à fait. De toute évidence, la Chine, je crois, est le pôle émergent. Donc, l'Asie-Pacifique, la région de l'Asie-Pacifique redevient le centre du monde d'une certaine façon. Faut dire qu'au travers de l'histoire, là, avant la montée, si on veut, de l'Occident, de l'Europe et ensuite des États-Unis, on a presque vécu 1000 ans de domination chinoise en étant le centre de commerce mondial. On y retourne tranquillement. On y est déjà en partie, de toute évidence. L'économie mondiale, aujourd'hui, c'est 2 grands pôles, les États-Unis et la Chine. L'Europe est loin en 3e place. Et quand on pense par exemple, la Corée, le Japon et l'Inde, on voit que l'Asie domine maintenant là, très largement. L'Inde pourrait être un autre pôle. Bien sûr, le sous-continent asiatique, ce qui est principalement l'Inde, devient de plus en plus un des grands joueurs internationaux. Oui. Surtout qu'il a bien dépassé la Chine en termes de nombre d'habitants. Hein? Ah oui, démographiquement, oui, tout à fait. L'Inde a dépassé la Chine et surtout, ce qui est à mentionner, c'est que la population chinoise décline pour la première fois depuis un très long moment.
Donc le nombre de morts est supérieur au nombre de naissances en Chine pour la première fois depuis, pour être franc, je sais pas, mais je pourrais pas vous dire exactement depuis quand, mais ça fait très, la très politique, longtemps. c'est la politique de l'enfant unique. Oui, ça serait une conversation presque à part à avoir, mais je vous dirais que la politique a eu relativement peu d'impact. C'est surtout l'urbanisation massive et l'entrée des femmes sur le marché du travail et dans le système d'éducation qui aurait fait que, un peu comme en Occident d'ailleurs, hein, le phénomène est très similaire sociologiquement parlant, qui aurait fait que les taux de natalité aient chuté drastiquement. Aujourd'hui, il y en a certains commentateurs qui prédisent que le gouvernement chinois, qui est à peu près tout puissant, là, bien sûr, pourrait peut-être maintenant instaurer une limite, un seuil d'enfants à atteindre, donc un minimum de 1 ou pénaliser le célibat. Donc, pour promouvoir la fécondité chinoise, c'est pas encore fait, hein, c'est des prédictions qui ont été émises, reste à voir si ça va arriver, mais on pourrait passer d'une limite d'un enfant à un minimum d'un enfant. Et ça fera l'objet de plusieurs chroniques, Philippe Lebrec. Absolument. Donc, invasion de l'Ukraine par la Russie, la Chine qui... Taïwan a eu son président hier ou avant-hier, qui est ouvertement... Enfin, il peut rester dans le sillage non neutre, si vous voulez, mais bon, les Chinois ne l'aiment pas du tout. Israël qui pilonne Gaza sans pitié depuis 100 jours... Est-ce que ça aussi, ça fait partie d'un basculement quelque part ou pas? Oui, en ce qui a trait au conflit israélo-palestinien, je vous dirais ce qui démontre ou qui confirme, si on veut, le basculement, c'est que l'Iran est de plus en plus agressif. L'Iran, qui est et le monde chiite, ce qu'on appelle le croissant chiite, là, qui part à peu près de la Syrie, bien sûr, traverse l'Iran et se rend jusqu'au Yémen, est en confrontation directe avec le monde sunnite, donc musulman sunnite, qui est mené par l'Arabie saoudite. Mais pourtant, les Chinois ont opéré un rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran, non? Ouais, avec des résultats limités, à mon avis. Oui, c'est vrai. Parce que, c'est mon analyse, mais l'attaque du Hamas, le 7 décembre dernier, était largement sponsorisée par l'Iran. Largement, non seulement en termes financiers, d'armement, mais politiquement parlant, on sait, et militairement parlant, on sait que l'Iran était derrière le coup, si je peux dire. Donc, de toute évidence, l'Iran voulait provoquer la chose. Et là, on se retrouve dans un conflit régional qui est un défi ouvert, un défi évident à la toute-puissance américaine qui ne dicte plus aux joueurs en place quoi faire. C'est pour ça qu'on parle d'un monde unipolaire. Donc, on peut parler de la Chine, la Russie, l'Iran, l'Arabie saoudite qui sont des puissances en montée. On pourrait parler de l'Afrique même, même si j'en parle pas dans mon article. Démographiquement, l'Afrique est la seule région qui est encore en croissance, ce qui va avoir un impact majeur sur l'économie mondiale et sur les questions géopolitiques, bien sûr. Donc, c'est un peu le décor dans lequel on se retrouve géopolitiquement. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un monde multipolaire, non, Philippe Lebrec? Ouais, la dernière fois, disons-le, ça s'est mal terminé. On peut dire que le dernier monde multipolaire s'est terminé avec la Deuxième Guerre mondiale. On avait donc, bien sûr, la Russie, l'Union soviétique à l'époque, l'Allemagne. On peut parler de l'Italie, bien sûr aussi, le Japon qui est en montée fulgurante depuis au moins la fin du 19e siècle. Et bien sûr, la puissance presque hégémonique, mais qui ne savait pas encore complètement, les États-Unis. Faut dire que la montée américaine s'est faite à partir de la Première Guerre mondiale, à partir de l'implication américaine dans la Première Guerre mondiale. C'est vrai. Mais ne s'est pas confirmée avant la période d'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, quand non seulement les États-Unis, bien sûr, ont défait l'Allemagne nazie et les forces de l'Axe, et le Japon, bien sûr, mais c'est qu'ils se sont assis sur ces victoires. Donc, l'Allemagne était, grosso modo, devenue une province américaine au point de vue de la défense. Le Japon, aussi un allié proche. Et donc, l'Empire, si on peut dire, c'est vraiment confirmé dans cette période. Mais bien sûr, avant, oui, c'était multipolaire, comme je dit. Alors, mais aujourd'hui, on a évoqué quelques conflits potentiellement qui peuvent prendre de l'expansion. Et monde multipolaire, ça veut dire une instabilité accrue, non? À la base, oui. Je crois qu'on est déjà... on a mentionné quelques conflits, là. C'est des conflits régionaux, mais à implication internationale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que bien sûr, l'invasion de l'Ukraine par la Russie n'est pas qu'une question russo-ukrainienne. On a vu avec le support, l'appui américain et européen, financier au niveau de l'armement, que le conflit dépasse les frontières de l'Ukraine. Même chose, on vient de le mentionner avec le conflit israélo-palestinien. Et bien sûr,
un conflit potentiel entre Taïwan et la Chine aurait des répercussions mondiales sur le commerce en premier. Parce que ça forcerait les États-Unis à prendre position potentiellement directement contre la Chine. On pourrait avoir un affrontement militaire directement entre les forces américaines et chinoises, là, ce qui serait, j'imagine, là, d'après la majorité des gens qui pensent ces choses-là, le début de la Troisième Guerre mondiale, tout simplement. Là. Bon, ben écoutez, changeons de sujet, c'est trop inquiétant. Ça, c'est votre premier, Philippe Labrec, c'est votre première tendance de fond là, qui vous permet de prédire 2024. C'est pas une boule de cristal, mais il y a des fortes probabilités. La deuxième grosse tendance, vous avez parlé de dénatalité ici et là. Est-ce que ça, c'est une tendance lourde ou pas? Ah, c'est une tendance très lourde, potentiellement irréversible. On y est déjà, Oui. non seulement en Occident, mais mondialement. Comme je l'ai dit tantôt, il n'y a que l'Afrique subsaharienne en particulier, qui a encore une croissance démographique. Ce qui veut dire que... Absolument. Ça dépend d'un pays à l'autre. Là, le taux de... Niger, il y a 7 enfants par femme au Niger. Hein? Oui, mais il est en déclin rapidement. Et ce que j'allais dire, c'est que l'Afrique subsaharienne est encore en croissance démographique, tout simplement parce qu'ils ont beaucoup plus d'enfants que la moyenne nécessaire simplement pour maintenir la population, là, qui est à environ 2,2 enfants. Quoiqu'en Afrique, c'est peut-être un peu plus élevé. Là. Oui, pas mal. La moyenne de fécondité requise pour maintenir la population est aussi dépendante de la mortalité infantile. Mais là, ça devient un calcul compliqué. Mais oui, vous avez mentionné le Niger qui est à 7 enfants par femme. Mais de mémoire, le Nigeria, il y a à peine 20 ans, avait un taux de fécondité similaire, autour de 7 enfants par femme, et on est déjà à 4. Ça veut dire qu'en 20 ans, on a presque coupé de moitié. Et la même logique prend place partout en Afrique subsaharienne, ou à peu près, là, avec des variations quelconques. Ce qui nous indique que même en Afrique subsaharienne, la fécondité devrait atteindre un taux où on ne fait que remplacer la population, ou même un déclin potentiel. Remarquez que la chose devrait prendre place là, dans, disons, 50 ans. Tandis qu'en Occident et en Asie, comme on l'a mentionné particulièrement en Chine, mais on peut penser à la Corée et au Japon qui ont des taux de fécondité extrêmement bas. Je pense que la Corée est le plus bas au monde avec 0,8 enfants par femme. Du Nord ou du Sud? Du Sud. Du Sud. Le Nord, je ne la connais pas. Mais j'imagine que ça ne doit pas être beaucoup plus élevé, pour être franc. Dans votre article, Philippe Labrec, qui vient de paraître dans le journal Les Affaires, qu'on peut également consulter sur Internet, vous parlez du Japon et vous parlez de japonisation de l'économie, parce que votre article se dirige à des entrepreneurs, à des hommes d'affaires et tout ça. Et japonisation de l'économie par suite de dénatalité, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire une stagnation économique et potentiellement un déclin économique. Il faut se rappeler que le Japon, dans les années 80, dans la période d'après-guerre jusqu'aux années 80, a traversé une période de croissance économique fulgurante. Qui en partie est une bulle, si on fait, mais je me rappelle, j'ai lu au sujet de certains économistes dans les années 80 qui prédisaient que le Japon allait dépasser les États-Unis en termes de PIB annuel. À terme. Bien sûr, ça ne s'est jamais passé. Le Japon, je crois, n'a jamais représenté plus que peut-être le quart ou, dans le meilleur des mondes, la moitié du PIB américain, là, mais je doute que c'était la moitié. Là. Mais la montée fulgurante du Japon s'est arrêtée à partir des années 90, non seulement parce que la bulle, principalement immobilière et des marchés financiers, a éclaté. Et après, on s'est rendu compte aussi que la population japonaise déclinait rapidement et la population active, surtout, déclinait encore plus rapidement. Ce qui mène à un dilemme économique où il faut stimuler l'économie par autre chose que simplement la croissance de la population. Et donc, le Japon est entré dans une série de politiques monétaires assouplissantes, ce qu'on appelle en anglais le quantitative easing, qui était là pour, qui avait comme but, bien sûr, de stimuler une économie qui était naturellement, disons, encline à baisser. Tout simplement parce que la population active baissait, donc les revenus baissaient et les dépenses aussi, la consommation, elle, baissait. Il y a une autre réponse, c'est le Canada qui l'a brillamment. L'initiative du siècle, comme on fait moins d'enfants au Canada également, on va faire venir beaucoup de gens, 60 millions d'ici 2100, je pense. Est-ce que ça, c'est une voie, comment dirais-je, prometteuse ou pas? Parce qu'on parle également du Canada dans votre exercice de prospective. Oui, tout à fait. Pour répondre à la question, si vous posez la question à Justin Trudeau, il vous dirait que oui, bien sûr, c'est la seule et unique solution. Je crois qu'il y a une certaine élite fédérale, peut-être même une certaine élite politique là, qui dépasse simplement Ottawa, qui croit que oui, la solution au vieillissement de la population de 1 et à la croissance économique
et à la pénurie de main-d'œuvre, bien sûr, passe par l'immigration de masse. Je vous ramènerai au livre Le remède imaginaire de Benoît Dubreuil et attendez, j'ai oublié le nom du deuxième auteur, mais publié il y a quelques... Guillaume Marois, oui, pardon. Oui, merci beaucoup. Oui. Qui en venait à la conclusion, le preuve à l'appui que non. En fait, d'accord. Quand on regarde les chiffres démographiquement, le vieillissement n'a pas à peine été ralenti. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'être un grand démographe pour s'en rendre compte. Je vous dirais que dans ma propre vie, là, c'est ce que j'entends depuis 30 ans, que l'immigration va sauver le vieillissement québécois. Et pourtant, il n'y a aucun infléchissement. La courbe ascendante du vieillissement de la population au Québec n'a jamais vraiment fléchi. Évidemment. Il nous reste 6-7 minutes. Philippe Labrèche, pardonnez-moi, je vous interromps parce qu'il reste 6-7 minutes. Immigration massive au Canada, il y a des conflits aussi. Vous parlez de conflits ici et là qui vont sans doute se multiplier. Le Canada est un pays post-national, donc il n'y a plus de peuple, il n'y a plus d'unité. Enfin, l'unité se fait par la base, en principe, par en patchwork, en peau de léopard. Est-ce que le Canada est-ce que ça renforce, la diversité renforce le Canada ou peut également faire émerger comme par effet de reflet de la situation internationale, le Canada peut être aussi un terrain d'affrontement entre communautés. Oui, je crois qu'on le voit avec la résurgence du conflit israélo-palestinien. Oui. On l'a vu dans les rues de Montréal, dans les universités, l'Université Concordia, où j'ai fait mes études. On le voit sur les réseaux sociaux, les tensions communautaires, comme on pourrait dire, s'exacerbent. Et bien sûr, oui, c'est ce qui arrive, c'est que les liens ancestraux commencent à primer sur les liens contractuels, si je peux dire. Le Canada étant, je fais vite, là, mais de la façon dont je le vois, un contrat entre ses habitants simplement en se disant c'est un pays prospère économiquement et nous n'avons donc aucune raison de faire éclater ce contrat, ce pays, si on peut dire. Économiquement parlant, c'est de moins en moins vrai. Il y a une étude dernièrement, je crois que c'était l'économiste en chef de la Banque Royale, mais il faudrait vérifier, qui, grosso modo, nous disait que le ratio capital-travail au Canada est en baisse, dû principalement à la hausse de population massive des dernières années, et c'est un problème qui n'affecte jamais les pays développés. C'est un problème qui n'affecte que les pays en développement ou sous-développés. Donc, d'une certaine façon, le Canada se tiers-mondise économiquement parlant. Et donc, il faut se poser la question, si le Canada ne peut plus offrir cette promesse de richesse économique, non seulement à les nouveaux arrivants, mais ceux qui habitent déjà ici, là, les citoyens canadiens en bonne et due forme, qu'est-ce qui les tiendrait ensemble? Surtout quand les relations internationales pourraient donner des raisons de s'entre-déchirer. On pourrait penser à un conflit chinois, par exemple, avec la population chinoise importante dans l'ouest du pays. Absolument, ça pourrait créer des ruptures. On a vu dernièrement avec l'assassinat c'est un ressortissant indien, mais souverainiste sikh. À Vancouver, oui. À Vancouver, on s'est rendu compte que l'État indien était sûrement derrière, ça reste à prouver, mais les services de renseignement américains ont dit que c'est à peu près ça. Donc il y a plusieurs, on joue avec le feu dans un baril de poudre un peu, là. Oui, et dans le pays de Peter Pan de Justin Trudeau. Dernière grande tendance de fond, c'est quoi en 3-4 minutes? Oui, le wokisme, je vous dirais. Oui, pardon, j'ai dû me remémorer quels étaient les 4. Je crois que la grande tendance de fond, ce qu'on appelle le wokisme, est ce qui va prendre un nom autre dans le futur. Espérons-le, parce que c'est un peu général. C'est général. Mais je vous dirais que c'est la victoire du capital sur la gauche ou l'infiltration de la gauche par le capital, le grand capital, comme Marx dirait. Et le wokisme en étant son expression principale. Donc, je crois que la tendance va s'exacerber. Donc, on devrait avoir plus de ce qu'on appelle de wokisme, de conflit intersectionnel, pour toujours oublier, si on veut, le conflit des classes, donc entre les riches et les pauvres, les ouvriers et la bourgeoisie. Des mots que plus personne n'utilise aujourd'hui d'ailleurs, ou presque. Je crois que cette tendance lourde va continuer, va s'exacerber, toujours au profit, bien sûr, si vous me permettez le langage marxiste, là, de l'élite économique, là, bien sûr. C'est toujours elle. Dans vos 4 grosses tendances et tous les risques que vous soulignez, il y aura toujours des gagnants et ce sera une élite financière. C'est souvent le cas. Là. Financière, dans le sens où les gens entrepreneurial. Oui, exactement. Ou du moins ceux qui ont la clé des grands marchés financiers. Là. Donc, on parle des grands banquiers ou des grands fonds d'investissement.
les fonds souverains aussi. Je crois que c'est vraiment le capital. On est dans une économie capitalisée. Ce qui veut dire quoi? C'est que le capital prime sur la production et donc sur la main-d'œuvre. Somme toute, je crois que c'est les gens là, qui ont le capital, comme on dit littéralement, l'argent, les fonds, la liquidité, qui vont bien s'en sortir. Ce qui a peut-être toujours été relativement vrai dans l'histoire, là, par contre. Oui, les riches s'enrichissent pendant la guerre. Ouais, dites-moi une chose, Philippe Labrec, dans cet article de prospective sur 2024, à partir des tendances lourdes que vous avez identifiées en 2023, et en 2024, est-ce qu'on imagine un délitement graduel, un choc systémique, une descente vertigineuse? Est-ce que, ou on est en train d'imaginer n'importe quoi? C'est une bonne question. Vous savez, la chute de l'Union soviétique n'a été prédite que par très peu de gens. Emmanuel Todd en étant un. Mais par la suite, ça semblait la chose la plus évidente au monde, comme si c'était inévitable. Donc je crois qu'on pourrait assister à quelque chose de similaire, dans le sens où les choses vont graduellement aller dans le sens qu'on a mentionné. Oui. Et potentiellement atteindre une falaise ou le précipice, on peut dire, sans qu'on le voit arriver. Et encore une fois, par la suite, on va se rendre compte que non, mais c'était évident, voyons. Donc 2024, 25, 26 pourrait être dans cet ordre, dans le sens où la chute brutale ou un événement qui pourrait provoquer les choses, accélérer les choses, n'est pas envisageable pour l'instant. Mais la seconde qui va arriver, je crois qu'on va le réaliser, de toute évidence. Donc la chute pourrait être brutale, mais elle pourrait être très graduelle aussi, très lente, donc alors à partir d'aujourd'hui. On verra ça plus tard, comme disait Mao, de victoire en victoire jusqu'à la défaite finale. Oui. Je rappelle le titre de votre article, Philippe Labrec, article dans Les Affaires, 4 grandes tendances de l'année 2023 qui permettent de prédire l'année 2024. Merci beaucoup, on vous retrouve dans un mois. Merci à vous. Au revoir Philippe Labrec. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, la trahison des pères et la semaine politique québécoise et canadienne. À la régie, Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier. Je vous dis merci de votre fidélité et je vous invite entre-temps à rester à l'antenne de Radio-VM.